Bonsoir à tous, bienvenue sur le nouveau plateau d'À la Source. Voici les principaux titres de l'actualité de cette semaine. La personne qui a saccagé une église parisienne samedi a été retrouvée. On va revenir sur cette affaire qui a suscité une réaction tardive, mais nette, du ministre de l'Intérieur. Les diocèses commencent à synthétiser les réponses aux questionnaires soumis par le Vatican aux catholiques du monde entier en vue du synode sur la famille. Nous sommes allés faire le point à Reims. Le diocèse belge de Tournai a été victime d'un détournement de fonds par son économe diocésain. Le vicaire général nous raconte comment cette histoire a pu arriver. Notre dossier de la semaine porte sur le projet du gouvernement de simplifier la procédure de divorce par consentement mutuel. Ce ne seraient plus les juges, mais les greffiers qui trancheraient. Pour en parler, nous recevrons Antoine Renard, président des associations familiales catholiques, et Antoine Dabundo, rédacteur en chef à Pèlerin. Voilà pour le sommaire. L'Élysée et le Saint-Siège l'ont confirmé il y a quelques heures. Le président François Hollande sera reçu par le pape François au Vatican le 24 janvier. Il s'agira de la première visite au Vatican du président socialiste élu en mai 2012, président qui s'était pourtant déjà rendu à 4 reprises à Rome. Cette brève visite a été décidée très récemment et intervient alors qu'en France, plusieurs églises ont été endommagées ou ont été le terrain de jeu d'activistes. Samedi dernier, par exemple, la paroisse Saint-Odile à Paris a été saccagée. Des chandeliers cassés, une statue ébréchée et l'hôtel endommagé. De sources judiciaires, l'auteur des faits, un Roumain de 24 ans, est passé en comparution immédiate hier après-midi devant le tribunal correctionnel de Paris qui a décidé de son internement psychiatrique. Hier, le ministre de l'Intérieur a signé un communiqué en réaction à cette affaire. Toutes les dégradations commises contre les lieux de culte sont des offenses à nos valeurs républicaines de tolérance et de liberté de conscience, fermez les guillemets. Voici la réaction du père Malcor, curé de Saint-Odile, à ce communiqué. Je trouve que c'est une bonne déclaration, il fallait la faire, mais elle vient bien tard. Ce délai de réaction interroge quand même dans la façon dont un pays laïque et démocratique gère ces situations. La laïcité doit défendre les religions, comme tout ce qui fait partie de la conscience et de la spiritualité des personnes. Mais elle ne doit pas être un laïcisme. Je dirais que ce laïcisme, c'est d'écarter de la sphère publique le religieux et ne pas savoir comment le manier et de faire des catégories, des réactions par rapport aux différentes religions qui ne sont pas à égalité. Alors Manuel Valls en a profité aussi pour prendre ses distances vis-à-vis des Femmes, tout comme Anne Hidalgo, candidate à la mairie de Paris. Vendredi dernier, dans ses vœux sur Radio Notre-Dame, le cardinal 23 est revenu sur ce climat global de provocation. Outre les interventions répétées des Femmes dans plusieurs églises, la dernière en date est à la Madeleine, le cardinal a pointé les dérives actuelles. Je cite, « On doit apprendre aux enfants qu'il y a des choses qui ne se font pas ». Le cardinal qui voit dans ce petit épisode grotesque d'Anelka et les spectacles obscènes de Dieudonné le symptôme d'une société dans laquelle on ne retient plus les seuils de protection. Mardi, à l'occasion des vœux du président, le cardinal était à nouveau interpellé au sujet de ces provocations dans la cour de l'Élysée. C'est un avertissement pour nous inviter à réfléchir sur la manière dont notre culture a tendance à se laisser entraîner dans la dérision et la provocation comme moyen d'expression. Et que si on n'a pas de frontières, des choses qui ne se font pas, qui ne se disent pas, alors c'est une surenchère de la dérision et de la provocation qui aboutit à ça comme à d'autres choses. Il n'y a pas que lui. Mardi soir, en effet, comme en chaque début d'année, le président de la République et les autorités religieuses du pays ont échangé leurs vœux. Une entrevue d'une heure à huis clos où François Hollande a notamment parlé de laïcité. À la sortie, Monseigneur Pontier, président de la conférence épiscopale, a confié ses inquiétudes au président sur l'état de la société française. J'ai souligné d'une part l'intention des religions d'être de très bons citoyens et pas des ennemis de la nation, mais des partenaires fiables et motivés. Et puis pour moi j'ai insisté sur la violence la violence verbale, la violence dans les réseaux sociaux, la violence dans des attitudes, celles dont a été frappée Mme Taubira par exemple, qui sont absolument inacceptables, qui fragilisent le vivre ensemble et qui fragilisent même des individus jusqu'à conduire certains à mettre fin à leur jour tellement ils sont enfermés dans des pressions.
Le diocèse de Tournai en Belgique est secoué par une affaire de détournement de fonds par son économe diocésain. Des fonds qui se sont évaporés par petites sommes au détriment de 2 associations diocésaines. Les faits ont été rendus publics en début de semaine avec un dépôt de plainte. Le diocèse qui a découvert le poteau rose en décembre dernier avait tenté jusque-là une médiation qui n'a pas abouti. Voici le reportage de Coraline Salvoche. C'était des sommes petites à moyennes, mais surtout des sommes qui étaient pompées de façon très récurrente. Il est évident aussi que nous avons beaucoup travaillé pour une remise en ordre des courriers qui étaient en retard, de factures impayées, des choses comme cela. Malheureusement, l'économe ne nous donnait pas toute la clarté, il nous a bernés. Il avait entièrement notre confiance, c'était un homme charmant. Après avoir essayé une procédure à l'amiable, en tout cas, nous nous rendons compte qu'il n'y a pas de signe positif de son côté, donc nous avons choisi de porter plainte en justice. Ce que nous espérons simplement, c'est récupérer l'argent. Cet argent, ce n'est pas le nôtre, c'est de l'argent dont nous avons la gestion, c'est de l'argent qui est utilisé pour des projets particuliers de notre Église diocésaine. Et donc, il nous semble normal d'essayer de faire le maximum simplement pour récupérer cet argent. Lundi dernier, jour de l'Épiphanie, les orthodoxes ont fêté la Nativité, comme le veut la tradition. Vous le voyez sur ces photographies venues du patriarcat de Moscou. Dans son allocution, Kirill, le patriarche de Moscou et de toute la Russie, a rappelé que pour maintenir les valeurs spirituelles, chacun doit comparer sa vie à celle du Christ, à la morale chrétienne, au canon de la foi. La Terre Sainte accueillera bien le pape François du 24 au 26 mai prochain, comme il l'a confirmé lors de l'Angélus dimanche dernier. Un voyage spirituel et œcuménique qui fait écho à celui réalisé il y a 50 ans par le pape Paul VI qui avait rencontré à Jérusalem le patriarche Athénagoras. Le patriarche latin de Jérusalem nourrit de grands espoirs dans l'attente de cette visite. Oui, on voit très bien qu'il est intéressé, qu'il comprend nos peines. Et le fait que nous avons en Jordanie presque 1 million de réfugiés, ça ne peut pas passer inaperçu à la sensibilité du Saint-Père qui est en faveur des plus pauvres, de ceux qui souffrent, etc., etc. C'est sa ligne, là. Nous avons tout ce qu'il faut pour répondre à cette ligne de pastorale envers les pauvres et les souffrants, les réfugiés, les seuls, etc., etc. Il est vrai qu'il vient pour prier. Il a dit qu'il vient comme un pèlerin de prière. Mais ici, c'est indispensable. Il y a toujours une dimension politique d'une visite papale, ça va de soi là. La Centrafrique est toujours dans une situation instable et explosive. La présence des forces africaines, de la MISCA ou celle des troupes françaises n'a pas tout résolu. Un sommet extraordinaire régional sur la Centrafrique s'est ouvert aujourd'hui à N'Djamena, au Tchad, pour trouver une issue. Nous avons joint l'archevêque de Bangui, président de la conférence épiscopale de son pays, pour faire un état sur la situation actuelle de son pays. La peur continue à tétaniser, pour ne pas dire paralyser les gens, et la population reste suspendue, pour ne pas dire préoccupée, et elle aspire à une seule chose, c'est que la sécurité revienne et qu'elle regagne son domicile. Vu la complexité de la situation actuelle en République centrafricaine, il va falloir que nous puissions passer aux forces onusiennes, et que en ouvrant cette porte-là, on pourrait avoir un panel plus large, ça veut dire au niveau militaire, au niveau financier, au niveau administratif, pour aider le pays à préparer dans de bonnes conditions les élections qui seront libres, crédibles, acceptées par tous. Au Soudan, ravagé par des violences ethniques depuis la mi-décembre, les pourparlers entre les rebelles et le gouvernement du Soudan du Sud se poursuivent dans la capitale Addis-Abeba. Une délégation de la communauté de Samté-Djidio est présente à ces pourparlers, forte de ses liens avec les différentes parties depuis les années 90. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à regarder le magazine Église du Monde de cette semaine sur notre antenne. Dimanche dernier, le père Van den Beuch a célébré la messe de l'Épiphanie à la cathédrale de Nanterre aux côtés de Monseigneur Daucourt. Cette messe marque les retrouvailles entre le prêtre missionnaire et son évêque. Un prêtre libéré est revenu au bercail et un évêque dont la démission a été acceptée par le pape. Qu'est-ce que cette épreuve et ces retrouvailles nous disent des liens entre le prêtre et son évêque ? C'est sa première messe du dimanche depuis le 10 novembre dernier. Et pour son grand retour dans le diocèse, le père Georges concélèbre la messe de l'Épiphanie. Sur les bancs de la cathédrale Sainte-Geneviève, l'ambassadeur du Cameroun et des paroissiens de toutes les cultures.
Nous célébrons l'épiphanie et aussi le fait qu'il y a le Père Georges qui nous est revenu en bon état. On a beaucoup prié et là comme il est là aujourd'hui, voilà, on rend grâce. C'est quelqu'un de bon. Nous, on a déjà officié avec lui et simplement pour lui souhaiter la bienvenue et un bon retour. Installé provisoirement à l'évêché aux côtés de Monseigneur Daucourt, le prêtre aspire désormais à retrouver l'anonymat aux côtés de ses paroissiens et de son évêque. On est obligé de passer par la case psy, etc. Ça va, quoi. C'est fini, je ne serai plus un ex-otage, quoi. Je vais être Georges pour certains, le Père Georges pour d'autres, etc. Ce sera un peu curieux au début, je pense, mais voilà. J'étais sur le tarmac pour l'accueillir. Bon, je ne suis pas le seul, il y a les autres prêtres. Le vicaire général a beaucoup travaillé dans ce sens-là pendant le temps de l'enlèvement. Mais cette relation particulière, si vous voulez, c'est mon frère, c'est mon fils, c'est mon premier collaborateur. Malgré la peine de n'avoir jamais revu ses paroissiens africains, pas question de repartir au Cameroun dans les prochaines années pour le Père Georges. Sa prochaine mission aura lieu dans les Hauts-de-Seine et débutera probablement courant février. Alors le 19 janvier prochain, l'Église célébrera la 100e journée mondiale du migrant et du réfugié. Marine Wolf est allée interroger le père Lorenzo Principe, directeur du service national de cette pastorale. Il rappelle l'attention de l'Église envers ces personnes migrantes et réfugiées. C'est toujours compliqué de mettre ensemble ce qui est une approche de foi et en même temps dire oui, mais la vie de tous les jours, c'est très différent. C'est un peu l'objection que tant de chrétiens font par rapport à la rencontre des migrants. Autour des messages du pape des Journées mondiales du migrant et du réfugié, les communautés chrétiennes sont invitées à tout d'abord, prendre conscience. Donc, c'est la sensibilisation. Une fois qu'on prend conscience que les migrants sont parmi nous et ne sont pas des menaces compliquées ou importantes de notre identité, après, on est invité à prier ensemble. On est invité à trouver ensemble des moyens de solidarité, des moyens de collaboration, des moyens d'aide, surtout pour ceux qui sont dans des situations de besoin. Souvenez-vous, en novembre, le pape a envoyé aux diocèses du monde entier un questionnaire préparatoire au synode sur la famille, synode prévu pour octobre 2014. Nous sommes allés dans le diocèse de Reims qui a choisi de répondre à ces questions en s'appuyant sur des petits groupes de réflexion. Bien que vicaire épiscopal en Champagne, Monseigneur Feuillet est loin de buller. Il est en train de rédiger une compilation de ses réponses à l'intention de la Conférence des évêques de France qui devra à son tour envoyer sa synthèse à Rome début février. Voici le reportage de Marine Wolf. C'est sous forme de tableau que Monseigneur Feuillet a décidé de classer les sujets marquants dans les questionnaires qu'il a reçus. Pour son diocèse, 3 thématiques ressortent: la transmission des valeurs familiales, la place des divorcés remariés dans l'Église et la régulation des naissances. Pour certains, cette consultation est en effet l'occasion d'évoquer des attentes et des interrogations. Nous n'avons pas compris cette interdiction des moyens contraceptifs chimiques, hors ceux abortifs, qui représentent pour les femmes une libération inimaginable. L'Église, je crois, ne va pas apprendre la réalité, mais ce qui est intéressant, c'est que la parole est reprise. C'était vécu, mais ce n'était pas parlé, ce n'était pas rediscuté, même au confessionnal, pour le dire comme ça, c'est quelque chose qui ne venait jamais. Pour les paroissiens, c'est une première de pouvoir s'exprimer ainsi. La démarche est donc appréciée. Du coup, ils ont répondu en masse au questionnaire. Sur le diocèse de Reims, 241 personnes ont participé, réparties en 43 groupes. Là, on a eu une occasion qui finalement ne se présente pas si souvent que ça, même en équipe de préparation au mariage, d'évoquer ces sujets de paternité responsable. Et il y a eu un besoin de se retrouver pour poursuivre. Et donc, vraiment, ce questionnaire, il a déjà des résultats concrets. On va continuer de réfléchir sur cette question. Il va falloir patienter pour connaître les fruits de cette réflexion. Ce n'est qu'en 2015 que l'Assemblée ordinaire du Synode définira des lignes opérationnelles en matière de pastorale familiale. En bref, les légionnaires du Christ sont réunis depuis hier soir à Rome pour un chapitre général extraordinaire. Encore sous la houlette du cardinal Velasio de Paolis, délégué pontifical, 4 ans après les révélations sur la vie scandaleuse de leur fondateur, les légionnaires ont quelques semaines pour rédiger de nouvelles constitutions et élire une nouvelle direction. Un moment crucial pour la congrégation. Je vous le disais en ouverture de ce journal, dans un instant, nous allons retrouver nos invités pour parler de la possible facilitation du divorce en France. Le temps de jeter un œil sur les unes de vos hebdomadaires chrétiens.
La vie met la Bible à l'honneur cette semaine. De l'original hébraïque à sa version nippone, l'aventure de la Bible est une véritable épopée linguistique en quête du mot juste. C'est le choix de la rédaction cette semaine. Le visage du Père Georges fait la couverture de pèlerins, un visage fatigué mais serein, à l'image de ce prêtre qui confesse que c'est bien Dieu qui lui a donné la force de tenir. Si Famille chrétienne parle aussi du Père Georges, cette semaine, son gros dossier porte sur le combat que mène l'Église contre la mafia en Sicile. Un dossier explosif. De son côté, Réforme s'inquiète de la Centrafrique et fait la une sur ce pays en plein chaos. L'hebdomadaire protestant revient aussi sur les journées de Thésée qui se sont tenues à Strasbourg fin décembre. Voici venu le temps d'écouter Monseigneur Di Falco nous parler de l'accueil de l'autre. Bonjour. Di Falco, mais votre nom est corse, n'est-ce pas? C'est la question qui m'est souvent posée. Eh bien non. C'est un nom italien et je suis un immigré de la 4e génération. Et j'entends encore les surnoms dont j'étais affublé à l'école, spaghetti, crapaud, babi et bien d'autres. Aussi je ne puis oublier mes lointaines origines en lisant quelques-unes des réactions que suscite la déclaration du Conseil permanent de la Conférence des évêques de France, les élections municipales, une chance pour le bien commun. Deux passages ont particulièrement suscité des réactions. Je cite: nous condamnons les discours populistes répandant la suspicion contre toute représentation politique. Et plus loin, la tendance à l'individualisme, à la perte du sens du bien commun et au rejet de l'autre, quand il est différent ou quand il vient d'ailleurs, nous inquiète. Souvent, la peur puis la violence en sont les conséquences. Parfois même, des personnes ont le sentiment qu'elles ne sont plus accueillies là où, il y a quelques années encore, elles avaient toute leur place. Certains commentaires prouvent que les évêques n'ont pas eu tort de parler. Que critiquent ceux qui ne partagent pas notre foi? Soit. Mais quand il s'agit de chrétiens, de familiers de l'Évangile, parfois même de clercs, c'est à mon tour de m'étonner. Ce serait trahir le Christ que de ne pas proclamer aujourd'hui encore à temps et à contre-temps son message d'amour pour tous, sans discrimination de quelque sorte qu'elle soit, et garder le silence serait le renier. Alors les églises seraient-elles des lieux aseptisés comme ces hôtels de luxe qui se dressent avec arrogance à proximité des bidonvilles et dans lesquels tout est organisé pour éviter aux touristes le contact avec la misère et la pauvreté? Et les murs de nos cathédrales seraient-ils trop épais pour être percés par la clameur de ceux qui souffrent? Dieu parle aussi par les immigrés. Et si c'était le visage qu'il prend pour nous faire redécouvrir l'essentiel? Alors que notre indifférence, voire notre mépris, ne donne pas toute son actualité à cette phrase du Christ, ils ont des yeux et ne voient pas, et des oreilles n'entendent pas. Merci Monseigneur, il est temps d'ouvrir notre dossier de la semaine avec nos invités. Alors, la famille fait une nouvelle fois l'objet d'une initiative du gouvernement. Cette fois-ci, un rapport commandé par Madame Taubira vient de proposer le divorce sans juge quand il se fait à l'amiable. Pour en parler, Antoine Renard, président des associations familiales catholiques, et Antoine Dabundo, rédacteur en chef à Pèlerin. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Alors, un divorce sans juge, ça veut dire quoi du mariage ? Eh bien, ça veut dire qu'on ne considère plus que le mariage engage l'État au point que le juge, qui représente l'État dans une décision, n'a plus besoin de s'assurer que les conditions de ce divorce sont bien remplies, c'est-à-dire que le plus faible continue d'être protégé, le plus faible qui est souvent la femme et naturellement les enfants. Ce sujet avait déjà été évoqué. Précédemment, on avait imaginé un divorce chez le notaire. Bon, et finalement, pour les mêmes raisons qu'aujourd'hui, c'est tombé. J'espère que nous ferons tomber aussi cette idée, qui est encore un mauvais coup donné à la famille et au mariage. Et là, Antoine Dabundo, mauvais coup aussi contre le mariage, cette fois-ci ? D'abord, c'est un rapport et il a suscité un certain nombre de réactions, de levées de boucliers, qui font que tout de suite, on a essayé d'éteindre le début d'incendie en disant on va faire de la concertation. Donc rassurons au moins les téléspectateurs, c'est pas encore entré dans les faits. On n'a pas parlé de projet de loi encore. C'est surtout une mauvaise idée parce que ce projet qui voudrait faire passer les affaires familiales du juge au greffier va désencombrer des juges pour la famille qui sont déjà surchargés de travail à des greffiers qui ne le sont pas moins et qui n'auront absolument pas le temps de régler des problèmes qui sont en réalité des problèmes intimes extrêmement délicats.
auxquelles les juges consacrent déjà trop peu de temps. Je lisais l'interview d'un collectif de sociologues qui a fait un livre là-dessus, au tribunal des couples, c'est paru aux éditions Odile Jacob, je fais de la publicité, il semble que ce soit un très bon livre qui dit les juges consacrent à peine 18 minutes quand les affaires sont un peu compliquées à ces questions qui règlent la vie d'hommes et de femmes qui ont partagé et aussi évidemment la vie des enfants. C'est pas sérieux en réalité. Mais Antoine Renard, cette simplification, elle était quand même souhaitable. Comme vient de le dire Antoine, il y a une simplification qui permet de gagner du temps, désengorger les tribunaux. Il y a un mariage sur 2 qui est censé se faire à l'amiable. C'est pratique, pragmatique, logique. Un divorce. Un divorce, pardon. Les mariages, c'est souvent à l'amiable. Non, bien sûr, d'ailleurs, mais bien sûr, c'est l'argument qui est avancé. La justice est encombrée, donc il faut accélérer. Il y a une bonne façon, puisque si les gens sont d'accord, on banalise tout ça très facilement. On va chez le greffier, on enregistre et tout. Problème. Le greffier n'a pas le pouvoir de s'assurer que les conditions sont équilibrées. Et c'est pas parce que les gens le disent que ça l'est. Et l'expérience que tout le monde a, c'est que les divorces, c'est toujours, quelle que soit la banalisation qu'on va le faire, un acte grave et bourré de conséquences. Il est donc absolument normal que l'État, qui représente le peuple, qui s'est compromis au moment du mariage, le soit aussi au moment du divorce. Et il ne peut pas, même si ça coûte de l'argent, mettons la société française en face des réalités, la façon dont nous vivons aujourd'hui coûte très cher. Nous devons l'assumer. Qu'est-ce que vous entendez par là ? J'entends par là que ce serait bien quand même d'avoir un jour le courage de mettre en face les bienfaits qu'apporte la famille stable et au contraire le coût social, économique et même spirituel des déchirements familiaux. On n'a pas le courage de faire la vérité de ces chiffres. Alors aujourd'hui, où on est devant des équations économiques extrêmement difficiles, c'est peut-être le bon moment. Il y a d'ailleurs suffisamment d'experts. Il y a tout le Haut Conseil de la famille, il y a un monde fou là-dedans, des statistiques dans tous les coins. On pourrait faire cette vérité. Alors pourquoi, selon vous, il y a cette tentation d'aller vers cette solution ? Alors il y a cette tentation, hélas, parce que sur un très grand nombre de sujets, l'État aujourd'hui ne comprend plus la famille comme la cellule de base de la société, ce qui est pourtant dans nos textes fondamentaux. Il ne compte plus sur elle. Et ça veut dire qu'il considère plutôt que nous sommes une collection d'individus avec des aventures collectives momentanées, que tout ça mérite d'être banalisé. C'est suffisamment grave. Et c'est illustré d'ailleurs par un petit détail qui est probablement passé inaperçu. Le président de la République a présenté ses vœux aux Français le 31 décembre dans un discours de 12 minutes, où il a beaucoup parlé de solidarité. Le mot famille n'a pas été prononcé. Et donc ça révèle en effet cette espèce je ne peux pas dire de volonté délibérée, mais cette espèce de laxisme qui consiste à dire tout ça n'est pas très grave, puisque de toute façon, la famille n'est plus un point de repère important pour la structuration de notre société. D'accord, alors qu'est-ce que vous proposez de faire aux AFC ? Le contraire. Le contraire. Pratiquement ? Pratiquement, ça veut dire que, d'abord, avant que l'État lui-même ne se reconvertisse, il faut que nous travaillions avec l'ensemble des Français. Un certain nombre d'entre eux, l'année dernière, se sont manifestés beaucoup parce qu'il y a eu une attaque très forte sur le mariage, mais ils sont encore trop peu nombreux. Nous devons utiliser le temps pour que chacun de nous, simplement, se ressaisisse des 3 sujets majeurs pour nous tous, qui sont d'abord la conjugalité. Qu'est-ce que c'est ? Et jusqu'où ça va ? Et je pense que les chrétiens n'ont peut-être pas suffisamment dit ce dont ils avaient à témoigner sur ce sujet. Le deuxième, c'est l'éducation, qui est la raison d'être de la famille. Et puis le troisième, en effet, c'est l'ensemble des mesures de politique familiale, parce que c'est aux familles de dire à l'État ce dont elles ont besoin. Elles le savent mieux que lui. Alors ça suffira, Antoine, ça, ou ça fait un peu trop jus de crâne pour vous ? Je pense que la réalité, c'est que la société française et la vie des familles est totalement perturbée par des phénomènes qu'on connaît, mais qui prennent de l'ampleur, une ampleur de plus en plus importante. La famille traditionnelle reste une cellule importante qui structure la vie de la société et des individus, mais elle est aussi perturbée par le phénomène massif que vous connaissez, Monsieur Renard, la montée des familles dites recomposées, et aussi l'explosion des familles monoparentales, c'est-à-dire des femmes principalement qui élèvent, divorcées ou séparées, qui élèvent des enfants. Et qu'il s'agit bien d'adapter notre société à ces situations-là. Redonner confiance aux familles traditionnelles, elles-mêmes sont traversées par ces phénomènes. En tout cas, les enfants, par exemple, peuvent vivre dans une famille dite traditionnelle, un papa et une maman mariés, mais avoir des enfants, des frères ou des sœurs, demi-frères, demi-sœurs, nés d'autres unions. Alors, je vous arrête, Antoine, parce que je vois Antoine Renard tiquer.
Ah non. Vous êtes d'accord avec ce qu'il dit? Je suis d'accord. Il faut commencer par dire... C'est une réalité. Qu'aujourd'hui en France, 75% des enfants de 18 ans vivent avec leurs deux parents. Donc l'énorme majorité des familles est stable et les enfants vivent avec leurs parents. Voilà. Et la question, c'est que fait-on pour que ces gens-là aient les conditions de continuer à mener la vie que tous les autres souhaitent? Parce qu'en parallèle de ça, il faut aussi dire que tous les sondages réalisés auprès des jeunes, donc ce n'est pas des vieilles histoires, les jeunes aujourd'hui disent que leur première ambition dans la vie, c'est de réussir leur vie de famille. Quand ils disent ça, c'est pas pour réussir des vies de famille successives, non. Ils voudraient que ça marche. Et le fait est, vous avez bien raison, le fait est qu'on constate que, hélas, de plus en plus souvent, ça ne marche pas, ça ne va pas au bout. C'est pourquoi il faut certainement stabiliser d'abord et retrouver un discours à l'égard d'une situation qui reste malgré tout majoritaire. On aurait tendance à dire, bon, maintenant il n'y a plus une famille, il y a des familles, donc voilà, la famille ça n'existe plus. Ça, c'est pas une réalité sociologique. La famille traditionnelle continue d'exister et reste un modèle important pour les individus. Mais malgré tout, nous sommes perturbés par l'arrivée de nouveaux phénomènes qui prennent une importance et qu'il s'agit aussi d'accompagner. Famille recomposée, famille monoparentale... Il ne faut pas être perturbé, Antoine. Une loi famille qui va arriver pour s'occuper de tout ça. Vous en connaissez un petit peu plus sur cette loi famille, justement? Alors, on ne connaît pas le projet, mais on connaît ses têtes de chapitre. Et Mme Bertinotti, quand elle nous a présenté les têtes de chapitre, sans ouvrir le débat, mais en disant, ben voilà, les sujets que je voudrais aborder, a bien dit que le chapeau autour de tout ça, c'était d'améliorer la protection des enfants. Donc ça vous va, normalement? Mais sur le principe, personne ne peut être contre. Sauf que, naturellement, tout dépend du contenu effectif de chaque chose. Ça a fuité un peu? Vous avez eu des échos ou... Mais on sait que... On connaît les têtes de chapitre. Oui. On sait qu'il y a eu des groupes de travail. On regrette d'ailleurs de ne pas avoir été invité à contribuer dans ces groupes de travail. Ni nous, ni aucune association de l'UNAF, ce qui est assez surprenant. Je ne sais d'ailleurs pas non plus si, une fois que une première version du projet de loi sera rédigée, nous serons invités à en débattre. Ce que je sais, c'est que nous avons été invités à fournir nos contributions. Donc nous avons écrit au ministre, nous avons envoyé un dossier, un rapport sur les sujets qu'elle nous a donnés, mais je ne peux pas en dire plus. Sauf que de fait, quelques sujets commencent à fuiter un peu. C'est histoire de voir un peu la réaction de l'opinion, j'imagine. Nous verrons bien. Très bien. Dernière question. Alors, la PMA qui a été retirée du projet, là, tout d'un coup, est-ce qu'il faut y voir un aller-retour? C'est-à-dire, je fais 2 pas, puis je recule d'1 pas pour faire passer 1 pas? Messieurs, votre opinion? La PMA n'a pas été retirée tout à coup. C'est-à-dire qu'il y a eu quand même 1 an de manifestations et de débats et de polémiques autour du mariage pour tous et que le gouvernement a pris conscience que ça ne passait pas auprès de l'opinion. Non seulement des manifestants, mais de l'opinion française, qui reste à convaincre massivement qu'il faut élargir encore la PMA, qui pose un certain nombre d'éthiques déjà, même aux couples constitués. Alors, puisque pour l'instant, je suis un peu moins rassuré que vous, à vrai dire, parce que je me souviens très bien que Mme Bertinotti, ministre en charge de la famille, qui souhaitait avancer son projet de loi famille, aurait aimé mettre la PMA dans ce projet famille. Mais dès le départ, Madame Touraine, ministre des Affaires sociales, a dit que non, que la PMA n'était pas un sujet pour le projet de loi famille. Et je dis d'une certaine façon, très bien, nous allons donc avoir un premier projet qui protège l'enfant et qui ne traite pas de cette histoire de PMA, mais il n'est pas très rassurant de s'entendre, de comprendre derrière les mots que le sujet de la PMA ne concerne pas les familles. Bon, alors affaire à suivre, donc voilà, l'émission se termine. Merci à tous les deux pour votre présence et pour cet échange. Et merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité. Vous pourrez retrouver cette émission sur notre site ktotv.com. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit.